Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gabrielle Joanneau, la cofondatrice de l'agence d'architecture d'intérieur Audrey Gabriel. Salut Gabrielle. Salut Thibaut. Comment vas-tu? Très bien, merci. Ravie d'être là. Bon, génial. Écoute, je te propose dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, de te présenter pour nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Alors, moi, je m'appelle Gabrielle, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 enfants et j'ai créé l'agence Audrey et Gabriel il y a un peu plus de 7 ans maintenant, sur mes valeurs un peu fondamentales de liberté, d'autonomie et de droiture. Avec Audrey, on se retrouvait beaucoup sur ces éléments-là et on s'est dit qu'on allait créer une agence avec comme ligne directrice ces piliers-là. Ok, génial. Une agence qui vous ressemble. On essaye. Je voudrais comprendre dans un premier temps pourquoi tu as voulu créer ta propre agence, pourquoi à la sortie de tes études, t'as pas voulu rejoindre une structure existante, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre et de créer ton propre projet avec toutes les difficultés que ça peut comprendre. En fait, on a beaucoup travaillé avec Audrey pendant nos études. On a fait beaucoup de stages, d'alternance, donc on a toujours été très actifs. On a pris très très peu de vacances et de week-ends, et on a été donc très formés très tôt. Donc on n'a pas complètement découvert le milieu en montant directement notre agence. Néanmoins, en ce qui me concerne, j'ai très vite compris en travaillant dans d'autres agences que j'avais un gros problème de liberté dont je parlais dans mes valeurs fondamentales et un besoin vraiment de faire les erreurs par moi-même, les expériences par moi-même et que c'était assez peu compatible avec la vision d'autres personnes. Même si ça s'était très bien passé dans les agences, je voulais prendre ce risque-là. Puis on était toutes jeunes, on avait 22 et 23 ans. On faisait des babysitting, on avait des jobs étudiants. Donc s'il fallait payer nos studios avec cet argent-là, on pouvait le faire. On n'avait pas de charge à proprement parler. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait se lancer tout de suite. Audrey était avec moi dans la même promo à l'école. On n'était pas du tout copines, mais ouais, on était même plutôt complètement l'opposé l'une de l'autre. Et notre directeur de promo nous avait induit de travailler ensemble notre diplôme, donc vraiment la toute fin de notre cursus. Et on avait fait des trucs, mais hyper différents. Elle était hyper structurée, dans un environnement assez petit, très chiadé au millimètre, avec un dossier de plan de 70 pages, hyper construit, hyper technique. Moi, j'étais partie sur un truc de 3000 mètres carrés avec un incubateur pour des startups, avec des environnements pour des étudiants qui seraient directement formés par les startups. Et c'était un monticule de problématiques avec plein d'idées et beaucoup de graphiques, design, plastique, visuel, mais assez peu de construction avec une réalité de terrain économique et technique. Et en travaillant toutes les deux notre diplôme, on s'est rendu compte qu'on était la complémentarité presque parfaite. Et c'est comme ça que je lui ai dit, en fait, allez, viens, on monte un truc toutes les deux et on se lance. On va être hyper complète ensemble. Et on a travaillé sur quelques projets en auto-entrepreneur en parallèle des agences dans lesquelles on bossait. Et ça s'est super bien fait, c'était très fluide et donc on s'est dit bon bah allez, on prend le risque. Et on est arrivé à la banque qui nous a demandé de déposer notre capital et de nous donner un nom d'agence et on n'avait pas choisi de nom d'agence. Donc on s'est dit bon bah Audrey Gabriel, Gabriel Audrey c'était moche. Voilà, exactement. Donc du coup, on a fait ça très au feeling. OK. Très simplement. Et elle était tout aussi emballée que toi de créer Pas du tout. OK. Non, Audrey, elle était en train de se dire mais cette fille est complètement folle. C'est absurde de faire ça et en même temps j'avais tellement besoin d'avoir quelqu'un avec moi qui me fasse confiance que j'ai été très présente et j'avais besoin de quelqu'un qui me cadre aussi dans mes idées complètement hors normes. Et Audrey, elle a été le garde-fou de cette initiative et plutôt moi je l'ai tirée et elle m'a canalisée quoi. C'est vraiment fait comme ça. Mais après elle a peu hésité j'ai peu laissé le choix. Okay. Mais c'était fluide. OK. Comment c'est perçu par les autres agences j'imagine que ça doit être un milieu assez petit, en tout cas sur Paris, je me rends pas forcément compte de combien il peut y avoir d'agences, mais
Il y en a beaucoup, ouais. Mais est-ce que comment se passe le début en fait? Comment vous faites votre place? Est-ce qu'il y a un peu un mauvais regard de certaines autres agences? Comment vous vous lancez dans un marché qui est quand même très un peu politique? Ouais, en fait, on s'est pas posé de questions. On a vraiment, on a agi sans savoir du tout ce qu'on allait faire, comment on allait le faire. On n'avait jamais, pas du tout de notion d'école de commerce, hein, donc on savait pas du tout ce que c'était un business plan. On s'est jamais demandé ce qu'il fallait comme somme pour réussir à dégager tel ou tel salaire. Bon, si tant est qu'on puisse parler salaire les premières années, mais on s'est jamais posé toutes ces questions-là. On s'est vraiment dit bon bah là on a toutes nos preuves à faire, donc en fait on va être payé peanuts cacahuètes et on va se créer une expérience avec des clients et qui en espérant tout miser sur un bouche à oreille en fait, qui était pour nous le seul canal envisageable d'activité. On connaissait pas le mot marketing, on connaissait pas le mot réseaux sociaux, il y avait pas du tout cette nuance-là. Et je sais plus quelle était ta question. Ma question c'était comment vous trouvez vos premiers clients et comment c'est perçu par rapport à est-ce que vous êtes totalement ignoré des autres agences ou est-ce que oui. Ouais. Et puis on s'est pas posé la question de regarder comment fonctionnaient les autres agences non plus. On a, à part nos expériences dans les agences dans lesquelles on avait bossé, on avait tiré quand même un grand apprentissage de ça, mais on n'a pas du tout regardé le marché. Et au contraire, au bout d'un an, c'est ça, un an et demi, on a commencé à appeler des agences, mais des agences très implantées, des agences haut de gamme très implantées, en leur demandant de nous recevoir, on leur proposait de les inviter à déjeuner, et on demandait aux fondateurs comment ils avaient fait, comment ils avaient eu l'envie, un peu ce que tu fais, en interview, et on a tiré des conclusions après sur ce qu'on voulait nous pouvoir faire en plus, en moins, quel apprentissage on tirait de cet échange-là, mais on n'était pas parti sur des agences en création comme nous. On avait vraiment, je pense qu'on, sans le savoir, on regardait déjà ce que disent beaucoup les entrepreneurs, plus 5 ans, plus 10 ans, plus 15 ans, et c'est ce qui nous a permis, je pense, de jamais douter qu'on irait là. Ok. Alors, tu me disais qu'il y avait beaucoup d'acteurs sur le marché. Comment vous trouvez vos premiers clients? Est-ce que ça met du temps à venir et après ça se décante un peu justement par ce phénomène de bouche à oreille? Souvent le plus dur c'est un peu le zero to one et après tu arrives un peu à amorcer et même si tout de suite tu te payes pas forcément, mais comme tu me disais, tu commences à faire tes preuves et après ça monte en gamme forcément. Exactement. Comment s'est passé la première activité? Alors les premiers clients, il y en a eu un du côté d'Audrey, un de mon côté. Celui du côté d'Audrey, c'était, elle travaillait avec une copine qui était styliste et qui refaisait une boutique de lingerie. Et la personne qui faisait la boutique de lingerie avait besoin de refaire cette boutique de lingerie, et donc on l'a fait en auto-entrepreneur. On l'a accompagné, et de mon côté c'était un mec que j'avais rencontré sur Tinder qui était devenu un ami tout de suite, beaucoup en parlant d'architecture et avec cette passion commune, et qui a acheté un investissement, un appart dans Montmartre, et qui m'a dit bon j'ai un studio à faire, on était devenus potes, il m'a dit vas-y fais-le, et avec Audrey on l'a fait, et on a reçu les statuts d'Audrey et Gabriel, je crois, à la fin de ce projet-là. Donc c'était la bonne corrélation de tout ça. Ok. Combien ça a pris de temps pour commencer vraiment à avoir ce phénomène justement de bouche à oreille? J'imagine que au bout d'un moment où vous êtes mis sur les réseaux sociaux, je pense que ça a forcément contribué. Mais qu'est-ce qui a permis de cliquer et de pouvoir commencer à se dire bon là on a un début d'activité pérenne et on peut continuer à se projeter sur Audrey et Gabriel? La personne qui avait la boutique de lingerie, son frère nous a appelés pour faire le projet qui nous a vraiment lancé, qui est le projet parfait, projet improbable, où le mec nous a dit les filles, j'ai un triplex dans Paris, je sais pas quoi en faire, il est dans le 10e, qu'est-ce que vous voulez en faire?
Et on s'est dit: «Bon, bah, on va tout miser sur, un appart, en location haut de gamme, aux étages, en bas une épicerie avec en sous-sol une cave à vin, et on va faire ça». Et on s'est dit que le mec il ferait jamais ça. C'était pas possible, ça n'était jamais arrivé à personne ce genre de chance, et en fait, il y a eu 0 discussion. Il nous a dit: «OK, go, on y va». Il nous a dit vraiment, «C'est parti, quoi». Et on a attendu, de voir, si ça allait vraiment se faire. Au moins 1 mois, parce que c'était assez long. On a bien flippé pendant 1 mois parce qu'on s'est dit: «En fait, ce projet-là, il peut changer notre année». Nous, ça nous permet de nous former, d'apprendre plein de choses. Il y avait des éléments très structurels, très complets sur ce projet. C'était très technique. On n'avait pas du tout les épaules pour le faire. C'était absurde. D'ailleurs, on a fait des choses, très à la limite de la légalité. Heu, on s'en est rendu compte après, évidemment, notamment pour les passages en AG, les créations de trémies, des sujets voilà, très très complexes pour une copropriété, notamment. Et pour la mairie, les dépôts, les façades, et cetera. Bon, tout ça est en ordre aujourd'hui, hein, je rassure. Si la mairie de Paris me regarde, tout va bien. Et ce projet nous a tenu quand même 9 mois, 10 mois, quoi. Donc, Ah ouais, OK. donc ça a été un projet assez lourd, et ce qui nous a permis entre-temps de parler beaucoup de ce qu'on faisait à nos proches, qui en parlaient eux-mêmes, parce que bah, c'était aussi je pense que les gens ont voulu assez automatiquement nous aider, parler de nous, parce qu'on était jeunes, hyper motivées, très bosseuses, et qu'en fait ça crée de l'empathie chez l'autre qui se dit bon bah elle se bouge quand même bien, elle bosse à fond, on va en parler. Et puis comme on se faisait pas payer, ça arrangeait aussi les gens qui faisaient qui s'appellent à nous et qui nous expliquaient que voilà, c'est le deal. En gros, tu te fais un book et t'es payé pas grand chose, mais au moins t'apprends, quoi. Ouais. Et Ouais, ça, c'était un deal qui nous allait très très bien. ça vous a fait une super vitrine, Ouais. assez rapidement. OK. Et ce qui nous a permis aussi de créer du contenu après pour les réseaux sociaux quand on a commencé, parce qu'on avait déjà fait des choses, gratuitement presque, certes, mais en tout cas, c'était fait, quoi. Vous avez fait des projets gratuitement pendant combien de temps? Bon, je dis gratuitement, mais c'était Ouais. pas gratuitement, hein. C'était, pour te donner une idée, on se rappellera toute notre vie, l'immeuble entier, pendant 1 an, à 2, on a été payé 9 000 € en auto-entrepreneur. OK. Et on a eu l'impression de le voler. Donc, et c'était du 7 sur 7, quoi. OK. Donc, Et aujourd'hui, vous le facturez combien? oh là là, je sais plus, faudrait que je retrouve le nombre de mètres carrés, mais ce serait peut-être x10, quoi. Ouais. Donc, c'est pas, c'était pas du tout une réalité de terrain. Ouais, bien sûr. Moi, on n'avait pas les mêmes besoins aussi qu'aujourd'hui, hein, dans nos vies. Voilà, on était presque étudiantes encore, donc. Ouais. Donc, c'était inédit comme démarrage, et heureusement qu'on a eu ça. Et heureusement qu'on s'est pas fait payer, et parce qu'on a fait plein de conneries, et que c'est le deal aussi de démarrer une activité. Quand on est novice, on fait pas les choses comme quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, Bien et sûr. c'est aussi normal de. Voilà, on entend beaucoup en ce moment sur LinkedIn ou sur les réseaux. Faut se faire payer, on monte son truc, il faut vraiment être à fond sur ne pas se laisser faire. Je pense qu'il faut avoir aussi l'humilité de se dire que quand on commence, on tente, on cherche, et c'est pas grave, en fait, on apprend, quoi. Ouais. Ouais, totalement, bah, oui, ça peut être un biais effectivement de se dire que tout travail, mérite salaire, mais effectivement pour se lancer, surtout si ça permet d'avoir une vitrine et si les gens sont vraiment contents de ce qu'on produit, ils vont être, notre premier Oui, premier canal porteur, ouais, d'acquisition. carrément. Génial. À ce moment-là, comment ça se passe pour trouver des prestataires pour travailler avec vous? J'imagine que ça a été, pas forcément la pépite, dès le début. Comment, comment vous avez fait pour un peu réussir à sourcer finalement les personnes avec qui vous allez, travailler? Quels sont un peu les écueils que vous avez pu rencontrer? On en a pas mal piqué aux entreprises dans lesquelles on bossait avant. Ouais. On a pris nos préférés, OK. donc ça, on avait quand même un petit matelas de sécurité là-dessus. On savait qu'on partait pas non plus avec n'importe qui. Bon, après, on s'est planté aussi, hein. On en a choisi par nous-mêmes. Après, on a fait quelques erreurs qu'on a senti passer. Mais c'est vrai qu'on a vite lié toutes ces problématiques, à la fois de recherche client, de cadrage client plutôt que de recherche client, et de cadrage entreprise. En fait, le sujet était à peu près le même pour toutes les erreurs qu'on faisait à ce moment-là de société, de structuration. Ça a été de mettre en place
un pôle juridique de contrat déjà, qui ressemblait à autre chose qu'une feuille Word avec 2 clauses dessus, écrites par moi-même. Et vraiment de mettre en place quelque chose de structuré qui permettait aussi de faire un tri entre les clients qui étaient pas là forcément pour les bonnes raisons, les entreprises travaux qui abusaient complètement de notre début aussi, puis du fait qu'on soit aussi des femmes et avec assez peu d'autorité au début, puisqu'assez peu de légitimité en tout cas dans notre positionnement vis-à-vis des travaux. Par manque d'expérience, pas par manque d'envie, mais tout ça s'est mis au clair au fur et à mesure. Ouais. Ouais, donc pas forcément évident au début, mais à force tu fais le tri et puis. À force tu structures. Ouais. Et quand tu structures, ça va mieux. Voilà. Je pense qu'en fait c'est plutôt ça le sujet de l'entrepreneuriat, c'est de naviguer à vue un certain temps, de regarder ce qui se passe, ce que chaque action génère comme conséquence, puis de structurer pour répéter les choses qui sont positives au bon développement et supprimer celles qui sont négatives. Ouais, je comprends. Et aujourd'hui, dans votre développement, quelles sont un peu les typologies un peu phares de projets que vous accompagnez? Est-ce que vous avez cherché est-ce qu'il déjà il y a une typologie de projet qui revient régulièrement sur Paris, ou est-ce que vous avez cherché à vous nicher dans certains types de travaux ou à partir d'un certain standing? Qu'est-ce que vous recherchez et les projets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui? Aujourd'hui, on est plutôt sur un secteur haut de gamme, voire très haut de gamme. Okay. Beaucoup pour du particulier. On est à 70% de particuliers, 30% de professionnels, bureaux, hôtels, voilà, enfin un peu ce qu'on nous demande de faire, studio de yoga, bureau d'experts comptables. Enfin, c'est très aléatoire comme demande. Et parce c'était pas, comme ça s'est fait beaucoup par le bouche à oreille, ça s'est beaucoup fait du côté particulier. On travaille beaucoup avec des investisseurs aussi qui font des investissements locatifs haut de gamme. Donc c'est pas du particulier, mais bon, ça s'en approche quand même. On est dans de l'habitation. Et on a développé beaucoup de projets dans le sud, notamment. On a une agence à Cannes maintenant qui est ouverte depuis quelques mois officiellement, avec une dizaine de projets là-bas. Et à Paris, ça continue à être, à faire une acquisition assez naturelle à travers les réseaux sociaux, à travers le bouche à oreille, et dans ces secteurs-là. Vous avez développé des partenariats avec des agences immobilières qui vont avoir un gros portefeuille de clients, qui vont par exemple faire l'acquisition d'un bien, mais c'est pas forcément à leur goût. Et puis derrière, vous allez avoir des recommandations justement pour travailler avec eux et refaire leur intérieur, ou est-ce que vous avez besoin de ça, ou est-ce que on l'a fait au début. Ouais. En fait, on a beaucoup travaillé avec une société de chasseurs d'appartements. D'accord. Qu'on a connu un peu par hasard, qu'on a démarché, et il s'avère qu'on avait des points de contact en commun qui a créé un certain lien, et ils nous ont fait confiance et recommandé beaucoup de leurs clients. Donc ça a fait une certaine récurrence. Donc on a essayé de se transposer dans d'autres chasseurs d'appartements aussi, qui nous ont fait confiance et avec lesquels on travaille toujours aujourd'hui. 7 ans plus tard, on est toujours avec leurs clients, on leur en apporte. Donc il y a mais ça s'est fait toujours de façon très naturelle. En fait, on s'est pas dit bon tiens, cette semaine on va aller prospecter et appeler tous les chasseurs d'appartements de Paris pour faire ça. Parce qu'on prône aussi. Après, on aime bien les humains, on aime bien les rencontres, donc on parle beaucoup et ça s'est fait du coup comme ça, plutôt que en ciblant véritablement un besoin, et pour le coup, c'était pas structuré comme développement. Tu me disais tout à l'heure que quand vous parliez avec des fondateurs d'agences établis, vous arriviez déjà à faire un peu le travail de se projeter à 5, 10, 15 ans. Est-ce que à ce moment-là, tu te voyais faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, tu es loin d'avoir fini ce que tu veux accomplir, mais est-ce que c'était quelque chose que tu envisageais? Est-ce que ça allait au-delà de tes espérances? Est-ce que justement, pour l'instant, ça suit son cours, mais comment tu te projettes par rapport à ça? Est-ce que tu es toujours... C'est hyper dur comme question. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que, enfin, je sais pas, après, bon, c'est vrai, je parle que pour moi, du coup, mais j'ai jamais douté, fondamentalement, que ça allait marcher. Parce que déjà, je sais pas faire autre chose. Enfin, si tu veux, j'ai pas de CV, j'ai pas travaillé dans une entreprise, j'ai pas fait d'école. Enfin, si l'agence marchait pas, je sais pas du tout ce que je pourrais faire comme travail. En vrai, j'ai pas de compétences autres que celle d'avoir monté mon agence il y a 7 ans, et
Donc la question s'est pas posée pour moi de ça marchera pas. Le doute, il y a eu des doutes, il y a eu des moments de doute. On s'est dit merde, c'est pas possible, on va pas avoir cette chance continuelle. C'est pas possible. Il y a eu le Covid, il y a eu la hausse de tous les prix des matériaux, il y a eu après il y a eu la crise économique quand même dont on vient de sortir là de 2023. Il y a eu quand même beaucoup d'embûches et à chaque fois on s'est dit mince, ça va nous rattraper. On va se faire rattraper par la patrouille. Il y a un moment où ça va pas. Donc le doute est toujours comme une espèce de fond sonore de peur, mais je pense que c'est pour toutes les entreprises, tous les entrepreneurs, quels que soient les secteurs en fait. Donc t'es toujours entre les. Je pense que tu navigues toujours entre le doute et la certitude que ça va aller et que ça va se faire. Et oui, non. Et à la fois, je trouve ça génial ce qu'on a au bout de 7 ans, la façon dont c'est implanté. On commence à avoir une bonne renommée, notamment parisienne, un peu partout en France maintenant dans certains. Enfin, on nous appelle pour des projets un peu partout en France, même dans d'autres pays, ça commence. Donc c'est extraordinaire, mais on a envie d'aller beaucoup plus loin. On n'a pas du tout envie de s'arrêter là. On est toujours en recherche de développement, d'apprentissage. Voilà, on nous sollicite pour des projets peut-être à Dubaï, développer quelque chose là-bas, des projets à Genève, pourquoi pas non plus. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse des projets en Angleterre, même si c'est très difficile d'un point de vue juridique pour le coup. Et l'immobilier n'est pas du tout le même, mais c'est aussi des endroits où on a envie d'aller. On a des clients qui sont américains et qui nous demandent si on veut faire des trucs à Los Angeles. Donc ça, tout ça, c'est à la fois du rêve, mais c'est du rêve qui commence à devenir tangible. Donc non, évidemment, on veut aller beaucoup plus loin et même si on est quand même ravis de la tournure que ça a pris aujourd'hui. Il y a des moments où tu t'es dit, ça commence à dévier de ce que j'aime faire foncièrement dans mon métier et ce pourquoi je m'étais engagé. Est-ce que par rapport à toi, t'as déjà eu des doutes comme ça, de te dire là. Au début, oui. Là, vu le tournant que ça prend, ça devient autre chose, quoi. Que ce soit à cause du management, à cause, etc., de plein de choses où tu t'es dit, je me perds peut-être un peu. Oui, alors c'est très pertinent. Bon, après, je parle pas du tout dans le nom d'Audrey parce Ouais, que non, mais c'est moi qui suis là déjà. Exactement. Mais, Audrey fallait venir. Et puis, mais c'est surtout que c'est très personnel. Donc, Mais je bien pense sûr. qu'on n'a pas les mêmes. C'est un peu comme un mariage, une association, et on vit aussi des choses, des émotions différentes en fonction des périodes. Et pour le coup, Audrey est beaucoup plus raisonnée que moi, et je pense que c'est celle qui se disait que peut-être beaucoup plus que ça marcherait pas ou que c'était trop beau pour être vrai, que qu'il fallait toujours avoir le côté aussi mais non en fait Gab, là tu dis n'importe quoi, reviens à la réalité, ça va se passer comme ça et non, on va pas devenir une multinationale dans 5 ans. Et c'est génial d'avoir ce mindset là, mais moi ça m'oblige aussi à être un peu en opposition, dire mais bien sûr que si, on va rêver, on va faire ça, et le milieu il est vraiment entre nous deux en fait. Et ça fonctionne super bien depuis le début, et c'est la dynamique qu'il faut qu'on garde. Mais moi, il y a des moments où effectivement, on était vraiment sur un modèle d'agence. On est 7-8 personnes dans l'agence, et puis on a un rendement de projet toujours assez lisse, qui se passe bien parce qu'on a des process très établis, et qu'en fait, ça roule presque tout seul. Ça, c'était le cas il y a déjà 3 ans, où c'était très linéaire. Tout se passait super bien, hein, et là, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais l'enfer. C'est monotone. Ça va être, c'est ça d'avoir une agence. On va être 8 à se regarder dans le blanc des yeux et à refaire des projets, refaire des projets. Et pour moi, le modèle d'agence, c'était pas, c'était terrifiant de me dire, non, mais je vais passer 50 ans de futur à faire ça. Et là, j'ai paniqué. Et je me suis dit, non, il faut faire les choses beaucoup plus grandes, faut exploser. C'est là où il y a eu le sujet de recréer une nouvelle structure, plus large en immobilier. On s'est posé beaucoup de questions, on a appris beaucoup de choses, on a échangé avec énormément de monde sur justement ces problématiques d'entrepreneurs plus que d'architectes. Comment on fait pour développer quelque chose? Est-ce qu'on rend une agence scalable ou pas? Est-ce que une agence peut avoir 150 personnes ou pas? Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'Audrey et moi, on est raccord là-dessus? Et en fait, on s'est posé tellement de questions que ça a fait naître plein d'options
OK. Et c'est comme ça que très vite c'est décanté. On a créé une agence dans le sud. Aujourd'hui, on est 14 à l'agence. On a rencontré des entrepreneurs, beaucoup, qui nous ont rassurés sur les sujets de... en fait, c'est pas parce qu'on dit qu'une agence, ça doit être une dizaine de personnes assis dans un bureau qui grattent toute la journée, que vous pouvez pas faire quelque chose de plus grand, de plus beau, et vous mettez pas ces barrières-là qui sont des barrières sociales, de code, etc. Donc, on essaie de faire un juste milieu. Je sais pas si c'était très clair. Si, très clair. Mais bon, effectivement, le principe de l'agence, c'est que c'est du temps humain, souvent, que tu vends sur des fonctions bien dédiées, contrairement à un produit que tu veux vendre à plein de gens et qui te prend le même temps. Donc, effectivement, c'est pas la même notion de scalabilité. Je peux comprendre ces enjeux-là, et t'avais besoin d'un peu plus, sans parler de chaos, mais effectivement, rompre un peu cette monotonie et te dire ça peut pas être fini. Non, mais déjà. T'as un truc qui fonctionne avec des process hyper établis, beaucoup plus que dans plein d'agences. C'est vrai qu'on est très très structuré, et où finalement il y a beaucoup plus de temps pour le développement, et le choix, c'était est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on a peur de le faire, ou est-ce qu'on y va. Et finalement on y va et ça se passe très bien, mais c'est des vraies questions de développement, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, on est souvent tenté d'aller vers la nouveauté. Vous aurez pu faire le choix de se dire, ok, ça tourne bien. Justement, maintenant, on va essayer de prendre que des projets de ce standing-là qui vont rapporter tel chiffre d'affaires, monter toujours plus haut, d'aller sur des projets, par exemple, toujours plus haut de gamme, et devenir un leader incontournable de Paris, tu vois. Vous aurez pu faire ce choix-là. Mais t'as raison. Et d'ailleurs, ça a été un gros sujet, notamment avec la personne qui gère un peu les réseaux, la communication, etc. Parce qu'elle nous disait, mais en fait, on veut des projets de plus en plus haut de gamme, donc il faut communiquer sur du plus haut de gamme. Assez logique. Mais en fait, on est très attaché au fait de garder notre clientèle familiale. Bon, on est quand même sur du CSP++, qui achète un 120 mètres carrés en cœur de Paris, et qui veut des belles choses, mais qui aura pas un budget illimité de 4 000 € du mètre carré en rénovation, et qui veut mettre forcément du marbre dans sa salle de bain. Mais ce client-là, familial, émotionnellement, il est super enrichissant. C'est un plaisir de travailler avec eux, parce qu'ils sont ravis aussi d'avoir une agence qui est structurée, qui les accompagne. Enfin, il y a un aspect très humain derrière qu'on veut pas du tout perdre. Donc ça a été aussi un choix de se dire, oui, notre agence monte en gamme, mais pour autant, il faut qu'on conserve aussi cette clientèle-là qu'on aime beaucoup. Donc on fait ce choix à la fois de pas se positionner sur une direction artistique unique où on duplique nos projets, où nos projets se ressemblent. On essaye vraiment de diversifier un maximum, et diversifier aussi notre clientèle. Et c'est pour ça aussi qu'on multiplie un peu les projets en professionnel, hôtellerie, etc. On veut pouvoir aussi créer plus de concepts et apprendre des choses de nouveaux secteurs. Ouais, bien sûr. Tu me disais tout à l'heure, on commence, que vous étiez mis sur LinkedIn, et que c'est plutôt une bonne portée pour vous, et que ça vous a permis de faire de l'acquisition de nouveaux clients, et même un peu de B2B. Comment ça évolue aujourd'hui? Quelle porte ça vous a ouvert? Comment vous composez avec ça, en plus d'Instagram qui est la plateforme, si je puis dire, pour l'immobilier. Mais ouais. Non, mais Instagram, c'est vertigineux. Enfin, t'arrives à 50 000 followers en très peu de temps. Tu fais mais Instagram, c'est bien pour la notoriété. C'est bien d'avoir 50 000 followers. Ça fait bien d'avoir tout ça. Et puis, c'est des jolies images et tout ça. C'est quand même un bon portfolio. Mais ça te ramène aussi, il y a 10 demandes par semaine que t'es obligé de sortir, quoi, qui ne sont pas du tout réelles avec ta réalité de proposition, de valeur. Donc, le Instagram, c'est beaucoup moins ciblé que LinkedIn. Au début, les archis se moquaient de moi sur LinkedIn. C'est du B2B, c'est pas du tout adapté. Nous, c'est l'image et tout. Et en fait, comme on n'écoute pas grand-chose à ce qu'on nous dit de façon générale avec Audrey, on s'est dit, on s'en fiche, on va quand même essayer. On se ridiculise, on fait des posts ridicules, et puis c'est pas grave. Au pire, on n'a pas beaucoup d'amour propre. Si ça marche pas. Voilà, on aura testé. Tu vois, c'est aussi les joies de l'entrepreneuriat. Tu testes, ça marche pas, t'arrêtes, tu recommences. Donc on a fait des posts assez ridicules sur qui on était, notre vision des choses, ce qu'on aimait faire, ce qu'on aimait pas faire. Et en fait, ça a fait un canal d'acquisition incroyable, et avec des gens
hyper ciblé. Mmh. C'était pas du tout le Instagram où t'as n'importe qui vient taper à ta porte en te demandant de faire une rénovation totale de 100 mètres carrés avec 30 000 euros, parce qu'on a regardé une émission sur M6, tu vois. C'est pas du tout cette acquisition-là, et c'était vraiment des gens qui avaient une connaissance du marché immobilier en fonction de leur ville, qui savent à quoi ils s'exposent. Mmh. Et donc, c'était un super canal d'acquisition. Et aujourd'hui, c'est un super canal d'acquisition. Ouais. Même sur les marchands de biens, les hôteliers, tout ça, on a eu plein de demandes à travers LinkedIn, en fait. Ouais. Bah, c'est vrai que on peut pas jeter la pierre aux gens, et surtout ceux qui ont pas essayé et qui se rendent pas compte des choses. Mais bon, effectivement, c'est une plateforme assez B2B, mais en fait, derrière ces personnes qui travaillent en entreprise, il y a un petit cœur. Ah oui, c'est clair. Et eux aussi, en fait, sont des clients peuvent être clients de plein de choses en Complètement. B2C dans la vie réelle hors LinkedIn. Et après, effectivement, pour l'instant, il y a encore un truc de LinkedIn, c'est un peu ridicule. Si tu savais le nombre de personnes qui me disent j'ai vu passer ton épisode avec machin, etc. Mais moi, par contre, je like pas, je commente pas parce que chaque fois c'est je sais pas, ils se sentent pas ils ont vraiment ce truc de un peu ridicule. Ouais, c'est parce que contrairement à Instagram où tu peux avoir le nom Jojo06 et zéro photo, oui, c'est noyé dans la masse. Ouais, c'est ça. Alors que LinkedIn, c'est très c'est un peu la place publique de il y a ton nom, ton prénom, ta photo, ta boîte, machin. Oui, donc t'es obligé d'assumer un peu ce que tu dis, quoi. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est génial et bravo de vous être mis dessus. Enfin, en tout cas, de ma perception, c'est absolument pas ridicule tout ce que vous pouvez faire. Et puis, vous avez raison parce qu'au final, c'est vous qui avez raison. C'est ce qui vous apporte de la clientèle. Donc, au moins, on n'a pas du tout souffert de la crise de 2023. Donc, ouais. Je veux pas dire, mais il y a quand même une petite corrélation entre le travail qu'on a effectué sur les premiers LinkedIn en 2021-2022 et le fait on a quand même plein d'agences, de concurrents qui sont des copains, qui ont quand même bien souffert en 2023, alors qu'on a à peu près la même proposition d'accompagnement, la même aussi un peu les mêmes visions des choses. Donc, il y a aucune raison qu'on soit plus dynamique sur le marché qu'eux. Et je suis certaine que la différence, ça a été de ce travail de communication, de réseau. Voilà, après, on sait les règles du jeu, en fait. Soit tu joues avec les règles du jeu, soit tu te dis que c'est nul, mais dans ces cas-là, tu prends un risque, quoi. Ouais. Et encore, je pense que vous pouvez pousser encore le truc d'après, c'est-à-dire que vous communiquez beaucoup avec votre page entreprise, si je me trompe, et le LinkedIn n'aime pas trop ça. Il pousse plus les créateurs en leur nom propre que les pages entreprises. C'est comme ça. Et en plus, vous deux, ça vous permettrait d'humaniser encore plus la boîte. Donc, vous passerez peut-être le pas. On l'a fait à un moment, mais on l'a fait pendant 6 mois. Et c'est vrai que ça marchait, mais j'avoue, j'ai pas assumé. J'ai pas assumé certains postes. Okay. Surtout qu'en plus, c'est pas exactement moi qui l'ai fait, parce qu'il faut être honnête, on n'a pas le temps de tout faire. Quand on est 14 dans une structure, y en a une qui est là pour gérer tout l'aspect communication, notamment l'écriture des posts. Et puis, ça nécessite une créativité quand même énorme. Moi, j'ai aussi beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à être avec cette rigueur. La recherche de trouver quelque chose de pertinent. Et en fait, là, à force de poster toutes les semaines avec mon compte perso, je voyais ma tête en photo une fois sur deux, qui disait 3 trucs sur lesquels évidemment je suis d'accord sur ce qui était dit, parce que j'avais validé, mais je l'aurais pas dit comme ça, c'était hors contexte. Et du coup, j'étais pas à l'aise avec ce sujet-là. Mais ça marchait très bien. Et t'as raison, faudrait que j'arrive à dégager plus de temps, peut-être, pour rendre le sujet plus pertinent, en tout cas, et en tous les cas, que je l'assume davantage. Ouais, c'est sûr qu'il faut tes éléments de langage, et il y a beaucoup de personnes qui délèguent, qui passent par des copywriters, des ghostwriters, mais en fait, ils font même l'IA. Alors, ouais. Il y en a qui le font. Ouais, mais c'est pas. Ça se voit quand même. Oui, ça se voit quand même. Oui. Non, mais comment ils travaillent, c'est qu'ils font un temps d'adaptation. Ils vont faire une visio de 1 ou 2 heures ensemble pour vraiment comprendre comment tu fonctionnes, tes éléments de langage, comment tu t'exprimes, etc. Et au fur et à mesure, au début, va te demander un peu, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est en accord avec ce que toi tu ferais, et puis après, ça devient ton clone. Au fur et à mesure, tu délègues, quoi. Exactement. Où est-ce que tu te vois amener l'agence dans 5, 10, 15 ans? Où est-ce que tu aimerais l'amener? Bien sûr, c'est jamais fini, mais un peu
toi, ce qui te ferait vraiment kiffer, quoi, que ce soit sur le plan international ou parisien ou français, ce qui sans forcément toujours sans vouloir rester dans cette monotonie-là, mais tes futurs steps, quoi, où là tu te diras on a encore franchi des jalons et c'est cool. L'hôtellerie, ce qui est en cours. Ça, c'est un vrai sujet. On aimerait bien être implanté et reconnu en tant que archi, déco, d'hôtel. Ça, c'est dans les steps, moyen, court terme, c'est déjà en cours, mais quand ça sera aguerri et qu'on aura cette notoriété-là, je pense que déjà, ce sera un vrai plus. Et après, bon, tu l'as décelé, mais déjà, cette peur du vide chez moi, elle est quand même assez là. Et donc, après ça, il faudrait aller chercher d'autres marchés, faire des restaurants, par exemple, on aimerait bien aussi. Mais ça, tu me diras, ça va un peu dans la continuité. Et dans le développement, ce qu'on adore au-delà de l'archi et de la déco, ce qu'on aime beaucoup, c'est notre équipe, l'humain qui est derrière toute cette organisation en fait humaine. Pour nous, c'est vraiment le côté enrichissant de notre quotidien. Et ce qu'on aimerait beaucoup, c'est pouvoir créer différents pôles, comme nos agences actuelles, Sud et Paris, et de transposer cette image-là en offrant un cadre de vie à notre agence, à nos salariés, à nos partenaires, avec la mentalité qu'on essaye vraiment d'induire chez tout le monde et cette cohésion d'équipe. C'est vraiment la face donc, non visible de notre agence, mais qui est, je pense, au moins aussi importante pour nous que le résultat d'un projet. Et c'est ça qui nous permet de vraiment être au quotidien ravis d'aller au travail, ravis d'aller embaucher des gens, d'aller chercher des profils. On a un recrutement qui est pas du tout normé. On cherche des humains qu'on aime beaucoup et on essaye de les faire venir travailler avec nous plutôt que de chercher un profil avec des compétences. Et en fait, on crée un peu les postes en fonction de l'humain qui est en face de nous. Donc ça, on veut le garder, on veut le transposer et pouvoir ouvrir d'autres villes, voire d'autres pays ou un pôle plus tertiaire et un pôle plus hôtelier. En fait, c'est ça que ça nous permettrait de faire. Vous avez pas peur de perdre un peu la vision quand vous allez sur plusieurs segments comme ça? Au bout d'un moment, il faut déléguer parce que vous pourrez pas être partout. En tout cas, vous allez probablement vous épuiser. Et voilà. Comment vous appréhendez un peu ça? Est-ce que vous avez déjà dit, bon, tu disais, voilà, l'agence, ça repose, même si ça repose sur des valeurs qui sont très tangibles, mine de rien, c'est vous l'énergie de la boîte, quoi. Pour l'instant, c'est, j'imagine, vous qui allez chercher les deals, en tout cas les next steps pour ouvrir l'agence, etc. Et c'est normal, c'est le rôle des fondateurs. Comment vous appréhendez? Est-ce que vous êtes déjà un peu posé la question de est-ce que on va réussir et si c'est le cas, si c'est une volonté de un peu déléguer de l'exécutif comme ça, de prise de décision sur si vous ouvrez par exemple Los Angeles, bon c'est pas la même mentalité, c'est pas le décalage horaire, plein de choses différentes, tu vois. Si tu commences à faire les allers-retours tous les mois, je pense que tu deviendras folle, mais pourquoi pas, tu vois. Comment vous projetez par rapport à ça? En fait, l'idée pour nous, c'est pas forcément de déléguer. Okay. On a plutôt alors parce que déjà, on a un peu contrôle fric quand même. Je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, initialement, t'as toujours du mal à déléguer, tu te dis toujours que tu vas faire mieux que les autres, etc. Et le substitut à déléguer qu'on a trouvé en interne, c'est de trouver des gens qui prolongent notre vision. Et en fait, qui sont un peu câblés comme nous, ou en tous les cas qui ont des valeurs communes. On se raccroche vraiment encore à ce mot-là, parce que pour nous, c'est hyper important, c'est les valeurs communes. Les valeurs humaines dans le travail, les valeurs humaines vis-à-vis d'un client, ce que tu vas apporter, et les valeurs aussi au sein d'un projet, qui se rapproche plutôt aux compétences, bien sûr. Mais si tu veux, la compétence en elle-même, elle s'apprend, elle s'acquiert. Voilà, tu as un cadre qui est imposé, on a des process qui sont assez définis. Donc en fait, le cadre, on peut le mettre, quelqu'un peut l'apprendre. Mais tant qu'on a cette personne qui a ses valeurs communes avec nous, en fait, on va pas lui déléguer quelque chose, mais elle va faire la même chose avec ses valeurs qui sont communes aux nôtres, avec le process qu'on lui demande d'appliquer. Okay. Et ça, en fait, on s'est rendu compte que ça marchait hyper bien, parce qu'aujourd'hui, évidemment, tu vois, on a une trentaine de projets en parallèle. On a des projets, c'est des immeubles entiers. Évidemment que ni Audrey ni moi, on a
tu vois, le regard sur chaque étape d'un projet de conception, de création de plan, de création des 3D, de choix de chaque luminaire, de chaque prise, de chaque moulure. Évidemment que ça, c'est pas possible en fait. Ouais. Mais par contre, on a trouvé vraiment des gens qui ont cette même vision d'écoute, de compréhension d'un projet et qui savent l'adapter. Et nous, on se focus sur les projets les plus impactants pour le développement de l'agence, avec vraiment un enjeu d'un nouveau positionnement, avec un nouveau marché qui s'ouvre, etc. Et par contre, on est hyper strict sur le recrutement des profils. Ouais. On va pas choisir des compétences, mais vraiment des humains. Ok, top. Maintenant qu'on s'est dit tout ça et qu'on a posé un cadre, si tu devais recommencer une agence d'archi demain, from scratch, alors, bien évidemment, sans ton carnet d'adresse, parce que ça serait trop simple. On va faire l'exercice de qu'est-ce que tu referais et à l'inverse, qu'est-ce que tu ne referais pas dans ton aventure et sur lequel t'as pu apprendre et nécessairement que tu referais différemment. Alors, je commence par ce que je referais ou ce que je referais pas? Ce que tu referais. Ce que je referais. Suivre l'instinct. Suivre son instinct en dépit de tout le monde qui te dit que t'es complètement folle, t'es complètement débile, il faut pas faire ça, et puis non, il faut faire comme ça. Et en fait, ne pas écouter, pour le coup, au début, hyper important. Alors, ne pas écouter quand on te dit quoi faire, mais il faut toujours tout écouter des expériences des autres. Ouais, c'est pas du tout clair ce que je suis en train de te dire. Mais si, non, mais je comprends. Il y a écouter ceux qui sont déjà passés par là et qui peuvent avoir des conseils pertinents, et ceux qui ont jamais fait et qui voilà. C'est leur propre projection, ils projettent leur peur sur toi. Exactement. Débrouille-toi avec ça. Débrouille-toi avec ton truc. Non, mais tu vois, si tu dis, je me rappelle de la réaction de même mes amis, que j'aime et que j'adore depuis toujours, mais qui me connaissent depuis que j'étais la cancre de service toute ma vie à l'école. J'ai jamais, bref, j'étais la première à faire n'importe quelle connerie. Quand je leur ai dit que j'avais monté ma boîte à 22 ans et que j'avais aucun réseau, ils m'ont tous dit mais t'es complètement, ça va pas bien. Et en vrai, je comprends. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis effectivement ils avaient raison, c'était complètement idiot comme histoire. Et pour autant, quand tu l'as dans tes tripes, quand t'as un truc où t'es sûr de toi, il faut le faire. Après, ça veut pas dire qu'il faut faire tout ce qui nous passe par la tête, bien sûr, mais il faut faire la différence entre un besoin fondamental, une envie fondamentale et après ce qu'on peut tirer de l'expérience des autres. Je pense que ça, c'est la première nuance. Et ce que je referais aussi, c'est notre association avec Audrey. Je pense que l'association, c'est vraiment... c'est la base enfin, en tout cas, ni elle ni moi n'aurions pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui sans être complémentaires. Et on a appris à se connaître dans le travail. On n'était pas amis avant. Donc, je pense que ça facilite aussi le dialogue et les intérêts voilà, on avait un intérêt commun, c'était de créer une boîte et de faire en sorte qu'elle fonctionne. Et on s'est toutes les deux données à 200% dans cet objectif-là, seul, sans ego différent, d'une connaissance antérieure ou d'objectifs personnels, puisqu'on n'était pas amis. Bon, maintenant, on est très, très amis, évidemment. Mais ça s'est créé en même temps, en parallèle. Et ça, cette association-là, elle est incroyable. Je pense que on voit beaucoup d'archis qui sont en duo ou en trio et qui se prennent bien le bec. Nous, alors évidemment, comme tout mariage, parfois on a des discussions, des querelles, voilà. Mais ça, chez nous, ça dure 3 heures où on se dit nos 4 vérités en 2 secondes 30 et après on trouve une solution et ça avance. Il y a pas de problème de fond du tout. Mais ça, c'est vraiment le sujet phare, c'est l'humain. C'est la cause de cessation de boîte numéro 1, les conflits entre associés. C'est une grande richesse, comme ça peut être un carnage. Ah, ça peut être un carnage, ouais. Mais c'est sûr que quand il y a autant de choses à gérer, de pouvoir se reposer sur l'un ou sur l'autre, qu'on soit 1, 2 ou 3, c'est clair que c'est une grande force. Ça me fait penser que aussi ce que je referais, et ça tout le monde, encore aujourd'hui, personne ne comprend, c'est que je ferais la même chose de ne jamais regarder les chiffres. Et ça va paraître l'air, mais on n'a jamais regardé les chiffres. J'ai une copine qui m'a demandé ce que c'était notre CA, mais je n'en sais rien. Et enfin, bon, maintenant j'ai regardé, je le sais. Mais en gros, la banque, par exemple, on a acheté nos bureaux. La banque nous a demandé, faut me donner vos CA, votre croissance.
incapable de te dire. Je n'ai jamais regardé un bilan de la société, je n'ai jamais regardé, pour te dire, les salaires de nos salariés, on les calcule en net mensuel. On ne sait pas combien ça nous coûte en brut à l'année. Et ça, on a toujours fonctionné comme ça. Donc c'est évidemment lunaire pour la plupart des interlocuteurs. Mais le fait de pas regarder avec des chiffres, avec un tableau et avec des connaissances qu'on ne saurait pas maîtriser parce qu'on n'a pas ce mindset-là, et de tout regarder avec l'aspect humain, en fait, ça, je pense que c'est ce qui a fait qu'on s'est jamais dit que ça allait pas marcher, que ça allait merder, ou qu'on s'est posé trop de questions sur un sujet. Tu vois, notamment, on en a parlé aussi, le sujet de la communication et du marketing. Je vois des entrepreneurs mais qui se prennent la tête 200 ans sur oui, mais en fait ça va me coûter ça, et du coup est-ce que ça sera rentable, et combien il faut que j'ai de projets derrière pour rentabiliser le sujet. En fait, ils le font jamais, quoi. C'est et le temps qu'ils se posent la question, ils ont perdu 1 an de communication et donc de bienfaits de développement. Et ça, c'est un truc, tu vois. Je pense que l'une comme l'autre, on est ravis de jamais avoir regardé les chiffres. Et pour autant, on a toujours, chaque année, on a fait entre plus 25 et plus 50% de CA tous les ans depuis 7 ans. Et on n'a jamais regardé de chiffres. Et ça, on referait. Faut un bon comptable sympa qui tire la sonnette quand il y a besoin de... Alors vraiment, c'est pas du tout notre... on n'est pas hyper... non, pas du tout. On a pris comptable à notre image très à l'arrache. Donc voilà. Bon, cette année, nous avons décidé de structurer davantage et nous avons pris un comptable très plus structuré. Ouais. Voilà. Bah, parce que du coup, il y a parce que le montage de sociétés annexes, bref, des sujets d'optimisation, disons, qui nous ont obligés à rendre les choses plus structurées. Et le seul brief qu'on a donné au comptable, c'est on ne veut rien savoir, vous débrouillez. Ok. Voilà. Bonne chance. Exactement. Mais le mec nous a regardé, il s'est dit oh merde, c'est pas les meilleurs clients de l'année, quoi. Où suis-je tombé? C'est ça. Mauvaise pioche. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu as pu faire et pas que tu t'en mords les doigts, mais que tu referais forcément différemment de par les années qui sont passées? Oui, le juridique, le fait d'avoir été beaucoup, là pour le coup, on a été trop à l'arrache les 2 premières années de la boîte. On n'a pas cadré, on n'avait pas pris d'avocat, on n'avait pas rédigé nos contrats avec des vrais contrats, on avait tout écrit nous-mêmes. Et ça, pour le coup, 2 ans comme ça, c'est bête. C'est vraiment une erreur de débutant. Okay. Et de vouloir faire confiance absolument à tous les humains, de se dire que tout le monde est carré, tout le monde est droit, tout le monde est gentil, et tout le monde est honnête. Non, en fait, il faut faire un contrat, il faut engager les gens juridiquement, il faut tout doit être très écrit, en fait. Ouais. Et ça, on le ferait beaucoup plus tôt. Comme la création des réseaux sociaux aussi, on le ferait beaucoup plus tôt aussi parce que on a attendu quand même beaucoup de temps avant de le mettre en place. Sur le juridique, c'était quoi? C'était une peur de pas un peu de déranger, mais de forcément ça impose des contraintes et elles sont légitimes et voilà, mais surtout quand on commence, on peut se dire non mais j'ose pas faire signer ce papier qui engage parce que c'était ça. Bah déjà parce qu'on n'avait pas de connaissances juridiques et qu'on s'est dit que tu vois, ça faisait un peu grosse structure de faire un contrat avec 4 pages pour dire que tu vas refaire un appartement de 45 mètres carrés. Ça nous paraissait un peu exagéré, prétentieux. Enfin, je sais pas. Et puis on était très jeunes, donc en fait, je pense qu'on n'avait pas ressenti ce besoin de se poser sur cette question-là spécifiquement, et qu'on l'a mise un peu à la trappe. Comme on n'avait pas de connaissances, on savait pas trop par quel bout commencer, et on a laissé le truc courir, quoi. Ce qu'on referait pas du tout aujourd'hui. Mais la première fois qu'on a vu un avocat qui nous a dit quel contrat on devait écrire et qui nous a écrit les conditions générales. On a lu les conditions générales de 12 pages et on s'est dit, mais il n'y a pas un client qui va signer ça. Enfin, c'était lunaire. Le truc te protège de A à Z. Tu vois, tu te dis, mais enfin, c'est très bizarre. En fait, ça te déresponsabilise presque de tout. Enfin, on l'a fait. Il n'y a pas un client qui a rechigné. Et à chaque fois qu'il y avait un client avocat, moi, je me disais, mais c'est pas possible, il va jamais signer les conditions. Et si, les gens signaient très bien. Donc, au début, tu te stresses pour des sujets, c'est irrationnel, en fait. Évidemment que toute structure a besoin de se protéger. Toute structure a besoin de mettre un cadre, d'expliquer vraiment, les limites, de définir des périmètres, en fait, d'exécution, notamment quand c'est des sujets,
tu vois, c'est quand même très émotionnel, un appartement, tu vis dedans, c'est des gros budgets et tout ça, donc les clients peuvent déborder hyper vite et t'es obligé de structurer à fond, mettre des barrières, faire en sorte que ton client il t'appelle pas le dimanche à 23h, parce que lui c'est le jour où il a décidé de se mettre sur ses mails. Tu vois, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas faites au début et qui nous ont changé la vie quand on les a mis en place. Ouais, bah, tant que tout va bien, puis c'est dès que ça commence à déraper un peu, ça dire j'aurais peut-être dû, mais effectivement, cette sensation de pas forcément et puis oser le connaître, sentiment de quoi. légitimité, Ouais. quoi. Au début, tu te sens tellement pas légitime et t'hallucines d'avoir des clients, en fait. Tu te dis, mais c'est génial. Et puis c'est grisant, donc t'as pas envie de couper l'élan. Ouais. Tu me disais, les réseaux sociaux, ce que je peux comprendre, est-ce que c'est parce que, au début, alors faut dire que c'est une époque où c'était pas encore, l'apogée, d'Instagram, il y avait pas, TikTok, il y avait pas, on était encore, très Facebook à cette Oui, c'est vrai. époque-là. Même LinkedIn, hein, où là on en parle, mais en Putain, on fait, est ça LinkedIn, ça fait pas très longtemps que ça marche, très bien T'as en raison. France. Aux États-Unis un peu plus longtemps, mais Ouais. voilà. C'était quoi au début? Parce qu'en fait, il y avait Pinterest déjà qui était là depuis un moment, Instagram un peu, Facebook beaucoup et je pense que c'est toujours un canal d'ailleurs, et les publicités, Meta Ads marchent très, très bien, pas que sur Oui, c'est Instagram, ça. mais aussi beaucoup sur Facebook, donc c'est qu'il y a encore des gens. Pourquoi au début? Qu'est-ce qui vous a, un peu limité? C'est parce que vous avez pas le temps ou vous voyez pas forcément, la finalité? Bah, Audrey, elle avait pas Instagram. Moi, je savais pas, j'avais un compte, mais je devais avoir 3 photos, tu vois, de paysages que j'avais trouvées et je savais pas faire une story. Donc, on n'est pas très, on n'a pas beaucoup d'appétence sur le sujet. Et puis, en fait, on a une de nos stagiaires, Valentina, qui nous a dit qu'on était absurde de pas utiliser ce canal-là. Et on a essayé. Et en fait, il y a eu assez vite un engouement. Alors que vraiment, à l'époque, c'était quand même pas, c'était pas très beau. Et puis on a décidé de prendre une community manager dès on s'est rendu compte de l'impact des demandes en fait via ce canal-là, Instagram en premier. Et LinkedIn, ça s'est fait assez peu de temps. Il y a 4 ans. Ah bah parce que j'avais fait une demande sur mon compte perso pour le coup. J'avais fait une demande de recherche de certains artisans. Je sais plus lesquels exactement. Ça devait être assez spécifique et de partenariat. Et j'ai fait un post. C'était pas du tout l'objectif, mais qui a eu 1200 likes avec des gens qui m'ont contacté de tous les artisans de France et de Navarre. Je pense pour me dire ah vous êtes architecte mais moi je suis un artisan, j'ai telle boîte et tout ça et qui ont fait commencer à faire une prospection à travers ce post-là où je me suis fait mais ravagée de demandes et j'ai compris la puissance du réseau. Pour aussi notamment répondre à un besoin. Quand t'es archi, tu fais pas des piscines tous les 4 matins. Quand on a une piscine à faire, je sais pas, au fin fond du Finistère, tu vois, t'es hyper contente de pouvoir, à travers ton LinkedIn, trouver tout de suite 2-3 boîtes que tu peux mettre en concurrence via ce réseau-là. Et c'est quand même un outil quand nous, on est chef d'orchestre en tant qu'archi. On va passer notre temps à orchestrer les plannings, à orchestrer les artisans, trouver les compétences communes, à vraiment structurer leur planning et tout ça. Et en fait, le fait d'avoir un LinkedIn, t'as un niveau de connaissance de partenaires qui est incroyable. C'est là-dessus plutôt. Et du coup, après, on s'est dit, si ça marche dans un sens et que nous, on fait travailler plein de gens à travers LinkedIn, ça peut être aussi de l'autre côté, trouver des clients, quoi. Ouais. Et du coup, avoir un discours un positionnement un peu plus démonstratif de ce qu'on fait plutôt que de rechercher. Ouais, bien sûr. Il y a autre chose que tu aurais refait différemment, que ce soit plus interne sur du management ou de l'organisationnel, tu vois, ou quelque chose où tu te dis avec du recul, bon bah ça, si j'avais pu l'anticiper plus tôt, si c'était toutefois anticipable, tu vois, mais ou quelque chose qui a un peu conduit, voilà, soit vous avez pris une voie puis vous vous êtes rendu compte que c'était pas forcément là où il fallait aller. On s'est fait avoir quand on a voulu commencer l'hôtellerie notamment. Il y a 4 ans, 5 ans, 4 ans, 5 ans. Oh, assez vite en fait après la création de la boîte, au bout de 3 ans je pense. Et en fait il y a beaucoup de gens qui nous ont fait miroiter des hôtels, si vous faites cet appartement là, vous ferez ça après, qui te mettent dans des positions assez délicates.
Et puis toi, t'es jeune, t'y crois, tu fais, puis tu fais une fois, tu fais 2 fois, et en fait, tu te fais avoir, quoi. Donc ça, on a été assez naïves, en fait, sur la bienveillance que certaines personnes essayaient d'exprimer, et qui était en fait pas du tout le cas. Et donc ça, on s'est fait pas mal avoir. OK. Comment vous faites aujourd'hui pour filtrer ce genre de carottes comme ça? On est beaucoup plus autoritaire. Ouais. On sait dire non, en fait, et on les voit venir maintenant. Donc là, heureusement qu'on apprend des choses quand même. Ouais, bien sûr. Et la naïveté se perd. En fait, maintenant, on voit très vite. Et puis, quand même, quand tu atteins une certaine notoriété, c'est horrible, hein, mais tu vois, 50 000 followers sur Instagram, ça crée une petite barrière quand même avec le tout venant, qui fait qu'il se sent un peu menacé par l'impact que tu peux avoir dans le milieu de l'architecture, de travaux, etc. Je pense notamment à une société qui a fait des erreurs chez un de nos clients, qui ne voulait pas revenir, qui a été odieux et misogyne sur la façon de pas du tout se remettre en question et essayer de ressortir des fautes envers nous et pas du tout les assumer, alors que c'était eux qui vraiment avaient insisté pour faire ce projet. Bref, et en fait, je suis OK, très bien. On a 50 000 personnes sur Instagram, en fait. Moi, je vais prévenir de votre incompétence si vous reprenez pas vos responsabilités. 2 heures après, le mec m'a rappelé et m'a dit OK. On est là, en fait. Je prends tout à ma charge. Mais vraiment, la menace, ça ne fonctionne pas sur moi. Bien sûr. Donc du coup, tu vois, c'est con, mais t'as une espèce d'assise, en fait, qui fait que les gens filent plus droit et vont moins te chercher. Voilà. Donc ouais, c'est un levier c'est forcément. dommage, hein, mais c'est un levier assez efficace, quoi. Ouais. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut ouvrir son agence, son cadre d'archi demain, qu'est-ce que ce serait? Qui s'assure que ce soit vraiment ce qu'il veuille, déjà. OK. Parce que c'est très chouette d'être entrepreneur, mais c'est pas facile et c'est pas drôle tous les jours et c'est pas la vie en rose, et qui s'assure d'avoir les épaules de le faire, de pouvoir se remettre en question non-stop pendant plusieurs années de sa vie et à se dire que ça se trouve ça fonctionnera pas, et enfin, de se poser les bonnes questions de sa motivation et pourquoi. Et avec qui. Ouais. Voilà. Tu me disais tout à l'heure que quand vous avez créé l'agence, vous avez pas regardé les modèles qui se faisaient à côté. Et c'est chouette, c'est très cool de faire ça, et ça peut être quand même naturel d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour se dire bon on va prendre des bases et voilà, mais c'est très cool de l'avoir fait. J'imagine que avec les années qui sont passées, vous avez forcément eu des contacts avec d'autres agences concurrentes, vous avez pu voir comment ça se structure, etc. Qu'est-ce que toi, tu trouves que vous avez mis en place qui vous différencie, qui vous permet d'avoir passé toutes ces crises, et c'est pas anodin de pouvoir continuer à progresser sur le marché. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui du reste des autres agences selon toi? Le fait d'avoir fait beaucoup de communication et d'avoir pris le temps de pas regarder les chiffres de combien ça nous coûtait, d'avoir pris les bons profils pour nous accompagner là-dessus, je pense que ça a été un vrai plus. Et le fait de recruter aussi beaucoup à l'instinct et recruter une personne plutôt qu'une compétence. Et de créer une cohésion d'équipe en fonction de ces gens-là. Je pense que ça nous différencie beaucoup. On n'a pas de turnover. On a les mêmes filles depuis. Il y en a une qui est partie parce qu'elle a trouvé un amoureux aux États-Unis, donc et elle était franco-américaine. Donc ça faisait beaucoup. Elle avait le droit de partir. Elle avait le droit de partir. Mais ça faisait 4 ans qu'elle était avec nous. Et puis toutes celles qui sont à l'agence, ça fait beaucoup de temps qu'elles sont avec nous. C'est dès leur début dans l'archi que ça s'est fait, quoi. Et il y en a pas qui sont partis. Il n'y en a pas Si. C'est pas vrai. Il y en a 2 qui sont partis, mais c'est pas parce que, c'est parce que ça l'a pas fait. Voilà, ça a pas été, et ça l'a pas fait très tôt. Au bout de quelques mois, ça s'est arrêté, mais parce qu'il fallait que ça s'arrête. Mais sinon, celle avec qui ça a fonctionné, il y a pas de turnover, quoi. Donc ça c'est chouette aussi parce que on se rend compte que ça doit être long à gérer, les turnovers et les recrutements, et le fait de pas avoir cette charge mentale en plus, c'est agréable aussi. Ouais, vous avez investi sur le long terme et aujourd'hui ça paye, quoi. Exactement.
Mais c'est pareil, comme on n'a pas regardé non plus complètement notre chiffre d'affaires, nos bénéfices et tout ça, les filles sont payées aussi en fonction de... Enfin, on anticipe toujours une augmentation avant qu'elles nous le demandent, quoi. Ça, c'est pas du tout... Donc, je pense qu'elle reste aussi parce qu'il y a cet attrait financier là qui est hyper juste. Ouais, bien sûr. Ça, forcément, faut bien récompenser. Exactement. Quand tu parlais de cyclicité, de pas rester sur quelque chose de lisse, bien évidemment, toi aussi, tu as envie d'évoluer dans ta carrière et pas rester sur les mêmes acquis. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, j'aimerais qu'on parle un peu plus de toi, de comprendre un peu tes bottes secrètes pour rester stoïque dans la tempête. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pendant toutes ces années-là pour pas partir élever des chèvres dans le Larzac et rester à la tête de l'agence avec Audrey Une bonne psy. Ouais, c'est vrai. Je rigole, mais c'est qu'à moitié vrai. Qu'à moitié faux, pardon. Ouais, je pense que t'es assez seul quand t'es entrepreneur. Même si t'es associé, en fait, la seule vraie personne qui peut te comprendre, c'est ton associé. Tu vois, moi, mon mec, quand je rentre le soir, il a pas du tout envie d'écouter mes histoires d'entrepreneur. Ça le saoule, mais moi, je suis... Tu vois, t'es en boucle, en fait. Quand t'es entrepreneur, c'est à la fois un enfer pour les autres si tu commences à parler, et c'est un enfer pour toi-même parce qu'en fait, tu te rends compte que t'es tout seul à gérer ta problématique. Donc, tu fais plus, quoi. Très vite. Et moi, j'ai plein de potes entrepreneurs et on a tous le même constat, c'est que nos amis, nos conjoints, tu vois, ils sont au courant de la ligne directrice qu'on traverse, mais ils sont pas au fait de nos problématiques du quotidien parce que, déjà, c'est pas le même intérêt, quoi. Toi, quand tu le vis, c'est avec tes tripes, donc t'es tout le temps en train de réfléchir à tes perspectives et tout ça. Et tu dois manager quand même une vie du quotidien. Moi, accessoirement, tu vois, j'ai 2 enfants. Moi, ma psy, elle m'a aidée à me dire qu'ils avaient besoin de me voir, quoi. Tu vois, c'est pareil. T'as une vie de famille à construire, une vie avec tes amis. Moi, mon fils, il a 6 ans là, et ses 2 premières années de vie, l'agence était toute petite. Enfin, tu vois, elle était en pleine expansion et j'ai pas été hyper présente, quoi. Donc, à bout d'un moment, tu fais un choix aussi. Tu te dis, bon, bah, soit j'abandonne, mais dans ces cas, il faut que j'arrête ta vie de famille, elle est pas possible, elle est pas compatible et tu abandonnes quelque chose pour une autre. Moi, c'est pas trop dans ma conception des choses, tu vois. Je suis un peu capricieuse, je veux un peu de tout. Donc, du coup, tu te mets un cadre qui t'oblige à te dire, bon, bah, entre 19h et 20h30, je suis avec mes enfants et après, par contre, plutôt que d'aller boire un verre avec des copines, je me remets à bosser, quoi. Et c'est des choix. Et je pense que ta botte secrète, pour revenir à ta question, c'est de te structurer. Et que si t'es pas hyper structuré, alors évidemment structuré dans ton travail, ça c'est une évidence, mais structuré au-delà du travail, structuré aussi dans ta vie personnelle, dans ce que tu veux, dans ce que tu attends de la vie de façon plus large, tu peux pas garder ce rythme longtemps. Tu vois. Je pense que dans ces cas-là, tu pètes les plombs. Qu'est-ce que tu entends par structurer? Est-ce que c'est te mettre des limites de, bon, bah là, passer par exemple cette heure-là, faut vraiment que j'arrête ou comment t'articules ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement, t'as raison. Le cadre de vie. Tu vois, par exemple, 3-4 fois par semaine, je suis à la salle de sport en train de me défouler pour être sûre de tuer personne. Non, mais tu vois, quand je dis tuer quelqu'un, c'est pas dans le sens violent du terme, mais c'est en fait, t'as tellement d'énergie quand t'es en adrénaline. Quand t'es entrepreneur, t'es sous adrénaline en intraveineuse, tu vois. Enfin, t'es en up down. Le moindre, et c'est idiot en plus parce que là, quand je rétrospectivement, je vois ces 7 années-là où je me suis dit, pendant 7 ans, j'ai passé ma vie à me dire, ça va pas le faire, ça va le faire, ça va pas le faire, ça va le faire. Et tu dis ça en boucle et tu montes, tu descends, tu montes, tu descends pour en fait arriver à un résultat où, c'est facile à dire maintenant que c'est fait, où c'est lisse et où tout va bien et où ça marche de façon hyper naturelle, de dire, j'ai vraiment été stupide de me mettre la rate au courbouillon comme ça, alors qu'en fait, je l'aurais pas fait, ça aurait été le même résultat. Oui, d'accord, dans les faits, mais t'es un humain et t'es chargé d'énergie. Et si tu cours pas, que tu ne te nourris pas d'autre chose, que je sais pas, pour certains, ce sera des films, d'autres des livres, d'autres des rencontres. Mais si tu te nourris pas de choses extérieures et que tu décharges pas ton énergie en tant qu'entrepreneur, je pense que tu deviens fou. Ou alors un dictateur. Je sais pas comment font les gens, mais je pense qu'il y en a qui deviennent dictateurs d'ailleurs, beaucoup, parce que tu t'es tellement dans un cadre où tu t'obliges à
à être dans l'effort perpétuel, que t'obliges les autres et tu deviens pas tolérant avec notamment tes salariés si t'es salarié, t'as pas envie d'être au bureau jusqu'à 22h et c'est pas le deal en fait. Donc c'est normal que t'aies pas la même chose. Et si t'es entrepreneur et que tu commences à te dire que tout le monde doit voir les choses comme toi tu les vois, avec ton spectre de la vie, de l'effort et du résultat, bon, c'est pareil, ça marche pas non plus. T'es constamment déçu de ce que t'as autour de toi, t'as l'impression d'être un mauvais manager parce que les autres te suivent pas. Et si tu te remets pas en question sur ton modèle n'est pas celui du modèle des autres, ça fonctionne pas. Donc une psy, ça te structure et ça te rappelle aussi que tout le monde n'est pas comme toi. Voilà. Mais la botte secrète du psy, c'est bien. Tu l'emmerdes pas parce qu'il est payé pour. Et au moins, il t'aide à te remettre dans des cases de te dire... moi, je me rappelle, j'ai ma psy qui m'avait dit une fois... mais une journée, c'est 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de perso. 24 heures. Je pense que j'ai médité cette phrase, mais 2 semaines non-stop, en train de me dire, mais qui fait ça? Qui fait 8 heures de taf dans 24 heures? Qui s'arrête à 8 heures de taf? Et j'ai regardé dans mon entourage et en fait, plein de gens, quoi. Tu vois, et ils sont efficaces. Et ils arrivent à faire un truc qui fonctionne. Ouais. Donc, je dis pas que j'arrive à 8 heures de taf, hein. Mais en tout cas, ça te remet en perspective que ta norme de ton quotidien, de ton adrénaline en intraveineuse, n'est pas celle des autres. Et qu'en fait, ça les rend pas plus bêtes que toi, moins compétents, pas du tout. Ça les rend juste peut-être plus calmes et avec un recul aussi nécessaire. De voir et de te donner des outils que toi, tu vois pas parce que t'es à la tête dedans. Après, faut voir ce qui est comparable. C'est-à-dire que quand t'es dans le salariat ou quand t'as ton propre entreprise, tu peux pas mettre la même dose d'énergie pour faire avancer les choses. Au bout d'un moment, c'est implacable, c'est comme ça. Exactement. Et mais je comprends cette idée de trouver un équilibre. Après, un conseil qui t'est donné un jour J n'est pas forcément peut être bon et pas bon 3 ans après quand on te dit oui, il faut un équilibre vie pro vie perso. Bon, quand tu lances ton activité, si tu le cherches, cet équilibre-là, ça risque de prendre pas mal de temps, voire jamais décoller, quoi. Ah clairement. Ah oui, non, ça c'est sûr, évidemment. Mais où tu vois, quand je dis structure, ça peut être aussi ça. Tu te dis, pendant 3 ans, je donne tout ce que je peux parce que j'ai pas grand-chose à perdre et parce que nous, les 2 premières années de la boîte, avec Audrey, on n'a pas vu un week-end. On n'a pas vu un week-end et je faisais 4 babysitting par semaine le soir et pendant 4 soirs, je couchais l'enfant et je me remettais sur mon ordinateur à travailler. Mais j'en ai pas souffert du tout parce que je m'étais imposé ce cadre-là. Mais après, il faut aussi réussir à en sortir et à te dire à quel moment je passe à la prochaine étape, en fait, tu vois, et d'apprendre des autres. Je pense que la botte secrète numéro 2 après la structure, c'est d'apprendre des autres et de se dire que, tu vois, moi, je pense que j'apprends autant de mes salariés que mes salariés apprennent de Audrey et moi. Ça, c'est vraiment... c'est des compétences différentes, c'est des mindsets différents, c'est des ambitions différentes, mais c'est complémentaire. Et et je pense que, tu vois, aujourd'hui, on scinde beaucoup, soit t'es entrepreneur, soit t'es salarié. Je pense qu'en fait, l'un sans l'autre déjà n'existe pas et qu'il faut réussir à rallier un peu plutôt que de diviser les secteurs. Ouais, c'est juste pas les mêmes responsabilités, mais de toute façon, effectivement, c'est indissociable. Ouais, c'est indissociable. Tu me disais tout à l'heure, et tu t'en parles au fur et à mesure, là, au début, tu as commencé en tant qu'archi d'intérieur, à 2, vous avez commencé à recruter des personnes, et puis là, au fur et à mesure de la discussion, tu commences à dire de plus en plus, on a rencontré des entrepreneurs, tu te positionnes un peu plus en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, comment tu te sens? Comment tu sens cette évolution de positionnement, tu vois, avec création de nouvelles agences, etc. Tu as un rôle un peu plus business, stratégique que celui vraiment de l'œil de l'archi, même si tu le gardes, bien évidemment. Mais c'est mon hobby. Ouais. Non, mais tu vois, est-ce que tu le sens ça, toi? Est-ce que Mais je pense que je me suis jamais vraiment sentie archi d'intérieur. OK. J'adore, hein. Évidemment. J'adore et je pense que je me suis retrouvée archi d'intérieur par hasard, pas par vocation. Parce que je viens de milieux plutôt artistiques de ma famille, mes parents, etc. Je connaissais pas du tout le système école de commerce. Pour moi, je l'ai même pas envisagé en fait. Et je suis rentrée en archi parce que je me suis dit que les arts appliqués, ils étaient tous fous, les gens dans mon école, et que j'avais fait une prépa après le bac et j'étais très mauvaise à l'école. Donc du coup, les choses ont dévié vers les moins fous des arts appliqués doivent être les archis d'intérieur et je me suis retrouvée là-dedans comme ça.
Et en fait, ce qui m'anime, c'est pas ça. Ce qui m'anime, c'est créer un projet, embarquer des gens. Et c'est pour ça aussi que du coup, plusieurs antennes et côté entrepreneur, carrément. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs qui vendaient n'importe quoi, une petite culotte, j'en sais rien, n'importe quel sujet entrepreneurial ou plein de lignes de resto, des trucs hyper variés, des startups, voilà, des fonds d'investissement. Tout ça, ça me paraît beaucoup plus enrichissant que de s'en tenir à une agence pure et simple. Et c'est ça ce qu'on essaie de faire avec Audrey aujourd'hui, c'est vraiment de mixer les deux. Évidemment, notre sujet number one, c'est l'archi d'intérieur, mais de montrer aussi que c'est pas parce qu'on est un archi, c'est pas parce qu'on est supposé être un créatif qu'on n'est pas structuré et qu'on peut pas faire quelque chose de plus grand qu'une agence sans process, un peu à l'arrache. Tu vois, les archis ont vachement la réputation d'être en retard, les entreprises travaux en retard, mal orchestrées, avec des gros problèmes de communication, des problèmes d'ailleurs juridiques, comme je t'en parlais tout à l'heure, de pas de structure. Et c'est vrai, tu vois, on le voit autour de nous avec plein d'archis, on en rigole maintenant. Et puis c'est chouette, c'est des vrais créatifs. Nous, je pense qu'on est créative et on sait embaucher des vrais créatifs, mais on est plus des entrepreneuses au sens de créer des process, d'être des opérationnels, de pouvoir gérer différentes équipes. Donc la jonction s'est faite aussi naturellement. Il y a des profils d'entrepreneurs qui qui se rapprochent plus de votre secteur d'activité, même si ça peut être des dimensions totalement différentes, mais de par des sensibilités qu'il est nécessaire d'avoir dans cette thématique, est-ce qu'il y a des profils comme ça où vous vous sentez plus proche que d'autres? C'est une bonne question, je me suis jamais posée. On a rencontré beaucoup d'entrepreneurs produits, tu vois, par exemple, de matelas, des lunettes, qui avaient une vision très différente de la nôtre, pour le coup. Marché très différent, je pense façon de vendre très différente, pas du tout du service, vraiment du produit pur. On a rencontré beaucoup d'entrepreneurs dans l'immobilier, où là, tu parles le même jargon, t'as des process qui sont assez similaires avec des profils de recrutement aussi assez similaires en fait. Donc ça, on se sentait assez proche de ça. D'ailleurs, on commence à voir pour monter une société de marchand de biens aussi, tu vois, pour pouvoir acheter des biens, les refaire et les revendre en notre nom de marque Audrey Gabriel. Ce qui est assez facile pour nous. T'as les équipes, t'as les archis, tu connais le marché IMO, tu bosses toujours avec des agents. Donc ça, c'est la continuité, si tu veux, de l'agence en fait. Bien sûr. Donc ça, on s'en sent très proche et après, on apprend un peu de tous les profils. En fait, je pense qu'il faut se dire qu'il n'y a pas forcément qu'une marche à suivre en entrepreneuriat aussi, et que ça aussi reste à... tu vois, on l'a vu aussi avec toutes ces levées qui ont servi à rien ou qui se sont crashées l'année dernière, où il y a plus... ça a été la fin de la récréation a été largement sonnée quand même. Tu vois, ça a été vraiment... et où les investisseurs reviennent, on a beaucoup de clients investisseurs, donc ils reviennent aussi un peu à une réalité de terrain plus concret, avec une rentabilité plus directe, peut-être moins importante. On n'est pas sur de la licorne, mais avec des volontés de renta direct, qui se sont beaucoup repliés aussi sur l'immobilier. Et tout ça, en fait, le marché, il est tellement mouvant que tu t'es obligé de te dire que t'as pas une seule façon d'entreprendre ou de scaler et que tout reste encore... c'est peut-être très naïf ce que je dis, mais je pense qu'il y a plein de façons de monter des sociétés et que de se positionner, soit t'es une agence, soit t'es une start-up, soit t'es une licorne. Enfin, tu vois, je trouve ça assez binaire, et je pense qu'il faut réussir à faire comme on faisait au début quand on a monté Audrey Gabriel, de se dire que on navigue à vue, on va là où on a envie d'aller, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, et on trouvera autre chose. Et tant qu'on a envie de grandir, on grandit. Ouais, c'est bien raison. Est-ce qu'il y aura un conseil que tu as pu recevoir dans ta vie, que ce soit pro ou perso, qui t'a vraiment marqué, tu as tendance à te référer, peut-être pas au quotidien non plus, mais... Oui, il y a des conseils qui m'ont pas fait plaisir. Alors, qui m'ont même vexée, je dois dire. Le fait de pas s'éparpiller, de dire t'as un truc qui fonctionne, en fait, tu le fais. Moi, c'est hyper réducteur, en fait. C'est pas parce que tu fais un truc que tu vas le faire toute ta vie. Et en fait, j'ai compris après que c'est vrai. T'as un truc que tu sais faire, t'es bon pour le faire et qui fonctionne, tu peux le faire évoluer. Tu peux lui donner plus d'ampleur, mais tu gardes ton noyau plutôt que de te mettre sur 4-5 projets en même temps et d'essayer absolument de trouver
des choses différentes. Ça, tu le fais dans ton hobby, mais tu le fais pas dans ta façon de travailler et tu le fais pas dans ton secteur professionnel. Ça, c'est un conseil qui m'a énervé, mais auquel je pense souvent parce que j'ai tendance à vouloir monter plein de trucs et c'est là où Audrey me tape sur le museau et me dit tu te calmes. Et c'est très bien, tu vois, qu'elle le fasse de façon régulière. Et en conseil, si, le conseil de la transparence aussi, qui n'était pas un conseil pro, mais qui est un conseil qu'on a beaucoup appliqué avec Audrey, notamment au sein de notre équipe où notre équipe elle a accès à tous nos documents, nos honoraires, les documents juridiques, les payes de chacune, etc. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup d'agences qui écriront au scandale de faire ça et au risque parce que sur nos honoraires, t'as possiblement des salariés qui pensent que tu te mets tout dans la poche et qui oublient que t'as 20% de TVA, que t'as les impôts derrière et que, in fine, il reste pas du tout ce qu'il y a sur la fiche des honoraires clients, quoi. Toutes tes charges et tout ça. Et en fait, nous, on a pris le parti d'expliquer, en fait, s'il y a des questions, de répondre à ces questions-là et d'expliquer vraiment la répartition de comment ça fonctionne. Et ça, on est hyper contente. On sait pas si ça tiendra, si tu vois, si un jour on est 50, je sais pas si cette transparence fonctionne ou si après tu passes ton temps à justifier auprès des gens sur où ça va, tu vois. Pareil, on navigue à vue, mais en tous les cas, à 14, ça fonctionne et ça fonctionne hyper bien. Oui, c'est sûr que c'est pas les mêmes logiques quand tu dépasses un certain nombre. Mais bon, si c'est très clair dès le début, techniquement, il n'y a pas forcément trop de raisons. Et si tu arrives à recruter des profils qui sont OK avec ça aussi. Ouais. C'est, je pense, tout l'enjeu et c'est peut-être compliqué de le faire en cours de route. Oui. Où certains peuvent se dire ah bon, mais ils gagnent autant, mais pas moi. Ouais, mais c'est pour ça, soit tu joues la carte totale de la transparence, soit tu la joues pas. Mais c'est vrai que l'entre-deux, il est difficile, quoi. Tu peux pas montrer ce que tu as envie de montrer et pas montrer le reste. Ça va pas. C'est pas cohérent. Je pense que la cohérence, tu vois, c'est un sujet fondamental quand tu es entrepreneur aussi, si tu veux que ton équipe te suive, quoi. Et savoir leur dire aussi quand t'as déconné. Parce que tu déconnes. T'es un humain. Donc, parfois, tu fais des conneries et, c'est des humains en face aussi. Donc, ils peuvent entendre le fait que t'aies fait une bêtise, que t'aies dit un truc qui était pas juste, que t'aies tes humeurs et tout ça. Et il faut savoir aussi dire qu'on se remet en question et que c'est pas grave. Au même titre que tu me disais que tu voulais passer plus de temps avec tes enfants, que tu as réussi à identifier ça. Alors, pas plus qu'aujourd'hui. Hein. Ouais, non, mais je veux dire, dans ton évolution, tu vois, que tu as pu avoir, est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça, un sujet en particulier sur lequel tu aimerais travailler à l'avenir, pour lequel t'as pas forcément trop alloué de temps, que ce soit de charge mentale ou tu vois, ou tout simplement de temps parce qu'il faut prendre du temps pour soit que ce soit une compétence ou voilà, ou toi sur du perso, prendre plus de temps pour toi ou voilà. Est-ce qu'il y a un sujet comme ça que tu aimerais prendre vraiment en considération à l'avenir? Le temps pour soi, ça fait quand même 2 ans que on arrive à se le prendre beaucoup plus avec Audrey. On est revenu sur des horaires corrects de semaine. Y compris, et c'est aussi d'ailleurs depuis ces années-là que je vois plus mes enfants. Mais après, tu vois, faut aussi se connaître. Je serai jamais une mère au foyer épanouie. Ça, c'est pas pour moi, ce sera pas pour moi, et c'est très clair. Enfin, je suis ravie de les voir 2 heures par jour et le week-end, mais je veux pas plus. Après, je veux travailler et ça m'anime et c'est ça qui me fait vibrer en fait. Donc ça, on se connaît, on assume ou pas, selon les périodes, mais ça reste. Et pour le plus, en fait, ce qui manque comme temps, c'est l'apprentissage d'autres choses. En fait, quand tu es dans un secteur, malheureusement, tu commences à connaître ton secteur sur le bout des doigts, et je pense que c'est important de pouvoir aller apprendre aussi ce qui se passe dans d'autres secteurs. Et ça va être un peu, en tout cas, mon enjeu. Notamment par le voyage aussi, tu vois, d'aller ça c'est peut-être un regret que en même temps entre ma boîte et les enfants et tout ça, forcément le voyage n'a pas été la priorité, mais ça c'est un des sujets que j'aimerais bien faire aussi un peu dans les années à venir, créer des ouvertures. Faut réussir à trouver des projets sur des destinations où tu vas aller, oui, c'est du boulot. Exactement, à l'île Maurice. Hasard Total.
Ouais, c'est quoi concrètement? C'est de nouvelles façons des méthodes et ça resterait toujours dans la niche de l'archi d'intérieur ou qu'est-ce qui Le voyage? qu'est-ce qui non, mais Mmh. les choses que tu vas apprendre, qu'est-ce qui te fait Ah dire oui. que alors bien sûr, c'est évident que c'est nécessaire de vouloir toujours continuer à apprendre et cetera et Mmh. sinon tu t'ennuies, on revient à ce que tu Oui, disais, tout à l'heure, mais qu'est-ce qui te, là, qu'est-ce que te ce sur quoi tu aurais envie de d'apprendre. travailler? Ouais, Toujours sur des sujets entrepreneuriat réel, Rio, ouais. comme je sais pas le mot. Évidemment, mais tu vois, d'aller comprendre comment ça fonctionne dans d'autres secteurs. On a plein de clients qui ont des fonds d'investissement depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, du coup, on entend parler beaucoup de ça et moi, je trouve ça passionnant, tu vois, de comprendre. Ils sont sur des secteurs différents, soit de start-up, soit d'immobilier, soit de structure. Moi, je trouve ça dingue, enfin, tout ce qui se passe en interne dans ces structures-là, les enjeux, avec la façon dont sont structurées les entreprises, la façon dont les humains sont considérés dans tout ce process. Je trouve ça fascinant et c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Mais en Mmh. fait, à part lire 2 bouquins dessus et comprendre un tiers des fondamentaux, ça nécessiterait vraiment de prendre du temps pour aller creuser Ouais. ces sujets-là. Et aujourd'hui, ce temps-là, c'est pas un temps que je prends. Mmh. Voilà. Et j'aimerais bien commencer à prendre ce temps-là. Ouais. Tu parlais de la psychologue qui est finalement un coach de vie perso. Mmh. Est-ce que tu as déjà pensé à prendre un coach pro, que ce soit sous la forme de mentorat ou Mmh. vraiment de mastering, de quelqu'un qui a déjà fait, que ce soit dans une industrie qui est la tienne ou une autre, mais qui a voilà qui a plus de recul, qui a pu gérer des expansions comme ça internationales, de notions de croissance d'équipe, etc. C'est un sujet que toi, tu as déjà considéré? Mmh, alors je pense que je le fais indirectement, enfin pas en ayant un coach à Ouais. proprement parler. Néanmoins, c'est ce que je fais en sollicitant des rencontres, Mmh. beaucoup, et en ayant vraiment cette volonté d'apprendre des gens. Donc, enfin, tu vois, j'hésite pas du tout à prendre mon téléphone et à dire à quelqu'un, franchement, ton parcours me fascine. Est-ce qu'on peut aller boire un verre, s'il te plaît, et tu m'expliques un petit peu les enjeux, ce que t'as, ce que t'as pas. Ça, je le fais de façon hyper régulière. Et encore maintenant, hein, pas forcément sur des sujets d'archi du tout. Mmh. Vraiment sur des sujets beaucoup des entrepreneurs quand même, ou des dirigeants de sociétés qui sont devenus très importantes. Mais ça, vraiment, j'adore le faire et je pense que je le ferai toujours. Et c'est ma façon d'apprendre et Mmh. de recevoir des conseils. Et quand t'as des gens qui m'accordent un déj où je me dis, waouh, là, tu vois, ça te calme, ça te dit, mais putain, il y a des trucs incroyables à faire. Les gens, ils arrivent à avoir des projets qui aident, qui ont du sens. Tu vois, nous, à l'archi d'intérieur, c'est hyper sympa, c'est mignon, c'est joli. On fait des appartements, mais bon, basiquement, on sauve pas le monde, quoi. Clairement, on n'est pas sur une proposition de valeur qui va transcender l'humanité. Mmh. On fait un truc pour des gens qui sont déjà riches et leur permettre d'être encore plus riches en leur dégageant du temps et en leur créant un appartement de dingue. C'est très sympa, mais c'est très déco, quoi. C'est pas, Ouais. on va pas sauver une vie, quoi. Vraiment. Et voir des entrepreneurs qui vraiment ont du sens dans ce qu'ils font, qui ont une proposition qui va améliorer les choses, ça, c'est un rêve de pouvoir un jour faire un projet qui a du sens comme ça. J'aimerais beaucoup. Mais c'est OK. pareil, il faut dégager du temps, il faut avoir une idée, il faut que ce soit pertinent, il faut trouver aussi le réseau pour le faire. Et ça, à terme, carrément. Ça, j'aimerais trop. C'est quelque chose que tu perçois depuis un moment ou Oh ouais, depuis toujours. ah ouais? Mmh. Je me suis dit l'archi, franchement, c'est facile, je sais faire. Je suis plutôt douée dans le truc, et je sais pas, j'imaginais le secteur assez facile. En fait, l'immobilier, si tu malin, c'est facile. Tu vois, c'est pas un truc qui te demande, tu pas ingénieur, tu pas fait 7 ans d'études, tu pas obligé tu vois, tu pas obligé d'avoir un cerveau hyper pointu sur un domaine. En fait, si tu globalement assez malin pour t'adapter, aimer l'humain, avoir des relations humaines faciles, tu connais tes qualités de base et tu les appliques à un domaine qui te va. Tu vois, moi, tu m'aurais mis un ordinateur toute la journée pour être chercheuse, je pense que j'aurais tenu 2 heures, quoi. Donc, j'ai choisi le truc en fonction de ma nature et pas en fonction de ce que je voulais faire. Et il s'avère que j'adore parce que ça me correspond à ma nature et que je suis tout le temps en train de rencontrer des gens, à faire des rencontres et apprendre. Donc ça me va.
Mais maintenant, il faudrait trouver un truc avec du sens. Mais je me suis dit, à 40 ans, je trouve du sens. Il me reste 10 ans. Ça va. J'ai le temps de trouver. Ouais. Après, faut peut-être pas que ça soit aussi binaire et tu verras au gré de tes opportunités. Mais déjà, si tu l'as en tête, peut-être déjà si tu l'exprimes, bien sûr, de façon qui font pas peur les gens en disant bon bah en fait demain l'agence c'est ciao, je vais faire un truc. Ah non, pas du tout. Non, et aujourd'hui, le sens, je l'ai aussi beaucoup dans justement l'équipe. Tu vois, le fait c'est aussi pour ça qu'on est aussi attaché à l'humain et au fait d'avoir des humains qui fonctionnent ensemble, de créer des binômes au sein de l'agence, de créer une équipe. Enfin, je pense qu'on s'entend toutes hyper bien dans l'agence, quoi. Non, mais bien sûr. Mais le fait d'exprimer souvent ce vers quoi on veut aller, parfois ça débloque des portes parce que ça va ouvrir la discussion et il y a des personnes qui vont te parler de sujets qui t'auraient pas forcément abordé avec toi parce que carrément. Pas le moment, pas le sujet, pas le lieu, pas. Ouais, la vie c'est une question de timing. Ouais. C'est incroyable. Et je fais tout à fait confiance à la vie pour gérer les timings. Je pense que c'est pareil, tu vois, la ligne directrice se suit et je pense que faut aussi écouter un peu les opportunités et les rencontres. Ouais. Gabrielle, merci beaucoup. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, les réseaux, que ce soit de l'agence ou les tiens? Alors l'agence c'est Audrey et Gabriel, donc c'est sur Instagram, LinkedIn et je ne sais quoi d'autre. On a même TikTok. Genre j'ai jamais vu le compte, mais je sais qu'il est là depuis 6 mois, peut-être 1 an maintenant. Terrible ce truc. Et mais il paraît qu'il faut. Et Gabrielle Joanneau-Tavernier sur LinkedIn, où du coup maintenant je suis assez active. Ouais. Voilà. Et puis le site de l'agence, bien évidemment. Évidemment, le site Audrey et Gabriel où on expose quelques projets que nous avons réalisés. Génial. Écoute, de toute façon, je mettrai tout ça en description de l'épisode, que ce soit en audio ou en vidéo. Et puis, j'invite tout le monde à aller voir ce que peuvent faire Audrey et Gabriel. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur adresser. Je pense qu'ils feront un plaisir de vous répondre. Gabrielle, carrément. Merci encore. Merci à vous de nous avoir regardés jusque-là. Si vous êtes toujours là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors, je vous invite à partager cet épisode autour de vous et surtout à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit en audio ou en vidéo. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller rendre visite à Audrey Gabriel sur l'agence ou alors sur le profil de Gabriel. Elle nous a donné pendant 1h30 de son retour d'expérience. Donc, c'est la moindre des choses, la remercier et puis de vous faire vous aussi leur retour. Merci encore de nous avoir regardés et à très vite pour un nouvel épisode. Salut!